Mahmoud El-Hajj est né à Alep, il écrit de la poésie, il travaille souvent comme éditeur, critique culturel dans des journaux d'expression arabe. Et donc, on va l'écouter maintenant. Merci beaucoup pour ces deux mots. Mon intervention va consister en une lettre que j'ai écrite à mon cousin qui nous a quittés il y a 4 ans maintenant. Et j'ai cru que cette forme m'aidera un peu à exprimer quelques idées que je n'ai pas pu exprimer dans la réflexion critique. Ma lettre se situe un peu au seuil de la constituante. Peut-être elle n'en fait pas partie, mais j'essaie quand même de proposer quelque chose de manière indirecte que je formulerai après mon intervention s'il n'est pas clair. Mon cher Aboudé, excuse-moi avant tout de t'écrire en cette langue qui n'a pas été celle de notre vie commune. C'est la langue des gens qui m'ont accueilli lorsque la terre m'est devenue étroite. Je vis parmi eux depuis plus de 3 ans. Je bois de l'eau qu'ils boivent. Je me promène dans leur quartier et je partage avec eux la même part du ciel qui couvre ce pays. C'est en cette langue, la leur, que j'ai connu ma grande perte et c'est à travers elle que je me suis retrouvé. Elle m'a été la matière du sens lorsque sens et vie se recouvraient. Elle m'a porté auprès d'eux et m'a ramené en même temps à moi, à nous. Beaucoup de choses ont changé depuis ton départ. Il me désole tant de te dire que les rêves de la liberté qui nous animaient, n'ont pas eu encore lieu et que le pire, ce que ne nous voulions même pas imaginer, est devenu réalité. Le pays a été repris en otage, avec la complicité de la planète. Notre Alep a été dévasté sous le regard de tous les êtres et notre quartier a été réduit en poussière. Celles et ceux qui ont pu survivre se sont retrouvés expulsés dehors de leur propre vie. Ils devaient partir comme le devaient avant eux des Afghans, des Irakiens, des Soudanais et beaucoup d'autres. Partir vite, léger et sans bruit. Les familles qui ont pris le risque de porter un sac à vêtements pour leur bébé n'oublieraient jamais comment ils ont dû jeter dans les tranchées les beaux habits non touchés encore avant de courir pour l'autre bout de la frontière sous les feux de gendarmes. Et ceux qui ont connu l'enfer de la mer ont su comment une vie se réduit à un petit morceau de tissu gonflable, orange, et un GPS. Nous sommes partis désarmés de tout sauf de la langue, de la mémoire et de leur œuvre. Nous nous sommes trouvés au seuil de l'autre que nous n'avions jamais rencontré en chair et en os. Nous étions jetés entièrement et d'un seul coup auprès de lui. Nous n'étions pas bien préparés, nous ne connaissions pas sa langue et n'avions pas de notion précise de son milieu ou de son quotidien. Il fallait recourir au plus simple, au plus commun. Ceux qui savaient quelques mots d'anglais les usaient comme jamais. Et ceux qui n'en savaient pas ont dû recourir aux muscles des yeux, des joues, des mains et des lèvres. Rien que de se regarder suffisait pour qu'il y ait du sens, comme si tout pouvait se réduire au regard, comme si regarder signifiait à la fois connaître et reconnaître. Nous avions vite compris que l'autre est en réalité des autres et que celles et ceux qui avaient les bras pleins ouverts et qui nous ont offert de leur vie, exactement comme nous devrions le faire avec eux, ne représentaient pas le peuple entier. Certains refusaient de nous regarder, de nous rencontrer, refusaient notre venue et voire parfois notre existence. Ils ont décidé que si nous n'étions pas isolés ou expulsés loin d'eux, ils s'isoleraient et s'enfermeraient eux-mêmes. Mais nous n'avions pas de choix que de continuer à vivre près d'eux.
de leur proposer de nous connaître et d'apprendre à les mieux connaître peut-être. Le temps est l'allié de ceux qui ne se connaissent pas, et la rencontre permanente est ce qui défait non seulement l'exotisme, les préjugés et l'ignorance de l'autre, mais aussi la haine fabriquée, la haine non fondée et voire la haine tout court. La rencontre permet à l'un de vivre l'autre, de cultiver son empathie. Vivre l'autre ou vivre avec lui, cela nous apprend à contrôler l'orgueil de nos récits fondateurs, qu'ils soient nationaux ou religieux. Voir le visage de l'autre, l'avoir en face de soi, adoucit les identités dures et nous incite à une modestie ontologique et généalogique. Il est vrai, mon cher Aboudé, que si nous avions à choisir, nous n'aurions peut-être pas choisi d'être ainsi arrachés à nos terres et à nos vies. Ce droit au non-départ devrait être un principe reconnu dans toute réglementation de déplacement à l'échelle du monde, quelle que soit fictive ou non. Mais tant que cet arrachement nous est devenu un fait irréversible et une condition de vie, nous ne pouvons pas nous empêcher d'y chercher le positif, du moins pour nous consoler. Qu'est-ce qu'il y a de bon chez un étranger, un dépaysé, un exilé ? La réponse peut-être peut-elle être réduite à une paraphrase de la belle formule attribuée à Hölderlin ? Il aurait écrit « Vivre, c'est défendre une forme. Le propre d'un étranger est justement d'élargir ce beau principe pour que vivre soit défendre plusieurs formes, plusieurs vies. Non seulement les vies multiples qui œuvrent au sein de l'étranger lui-même, mais aussi les vies des deux terres, voire plus, auxquelles il appartient. Un étranger est ainsi dans un processus perpétuel de compréhension, de rapprochement et de raboutage. Il défend des singularités et fait le négociateur, le pont entre les uns et les autres. Le propre d'une communauté d'étrangers à l'échelle du monde est qu'elle est par définition plurielle en elle-même et ouverte à toute pluralité extérieure, qu'elle soit linguistique, religieuse, non religieuse, éthique, ethnique et culturelle. Elle est ainsi autre chose qu'une communauté. Tenter de penser une seule langue et une seule terre propre aux étrangers ne serait que vouloir peut-être reconstituer une nouvelle identité que l'on devra adoucir bientôt, car il semble que toute identité doit être dure, sinon elle se dissout. Merci. Il y a quelqu'un de la salle qui lève tout de suite la parole, alors peut-être on profite rapidement. Bonsoir, je m'appelle Vicky Scumbi, je suis rédactrice en chef d'une revue grecque. Je voudrais revenir sur une question qui a été assez débattue hier, il me semble cruciale, la question de la nomination, la question du terme qu'on choisit pour désigner mettons, les migrants. Et exilé, ça me paraît un terme bienvenu, n'empêche que ça renvoie au ex de l'extériorité, comme si c'était une extériorité presque consubstantielle à la personne par rapport à son être ici. Et il y a un terme qui a été proposé par un collectif qui a fait les squats à City Platz à Athènes, un squat autogéré de réfugiés et des solidaires, qui est le terme réfugiés politique et économique. Mais là, on a toujours l'accent mis sur l'aspect obligé, obligatoire et subi, en quelque sorte, du déplacement. Et donc, il me semble que le terme migrant, du fait que ça donne une marge de liberté, une marge, en quelque sorte, qui rend le sujet actif dans ces déplacements-là, être le plus approprié. Mais il ne faudrait pas oublier
aussi que ce n'est pas à nous d'inventer ce terme. N'oublions pas que sans-papiers est un terme qui a été inventé par les sans-papiers eux-mêmes. C'est pour ça qu'il me semble que la question de la traduction, comme ça a été dit hier, est une question capitale, une question profondément politique, car ça permet de rendre la parole à ceux qui n'ont pas de voix et ça leur permet aussi de se situer comme vraiment acteurs de leur destin. Merci. Merci beaucoup. Et je crois qu'on peut faire ça sous forme de question à Mahmoud El Hadj. Justement, lui, quel serait le terme qui lui semble le moins mal approprié à son trajectoire, à son parcours, à ce qu'il nous a lu? Merci. Personnellement, j'ai évité d'utiliser le terme migrant pour une raison très simple, que je ne l'aime pas du tout. J'aimerais pas qu'on me dise que je suis migrant. Déjà, le mot en soi, esthétiquement, est occurrent. Et exilé, oui, peut-être c'est une forme plus appropriée, mais c'est plus difficile de justifier d'être exilé parce que personnellement, je n'étais pas exilé. C'est moi qui me suis exilé pour fuir. Du coup, j'ai parlé des étrangers en général. Un étranger, c'est quelqu'un qui n'est pas chez lui. Et un jour, peut-être, peut arrêter d'être étranger si lui-même il se sent. Pour moi, c'est pas une question de statut extérieur qu'on fixe à partir de la préfecture sur nos dos, mais c'est un sentiment. Voilà. Je veux vous faire part de ce dilemme de nomination dans le cas syrien et qui est attisé par les Syriens eux-mêmes. Donc, les gens qui sont partis, ils se désignent comme exilés. Les gens qui sont restés au pays, ils trouvent que le terme exilé est un terme qui ajoute du romantisme et de la beauté à une réalité qui est autre. Que ceux qui ont fui, en fait, ils manquent de patriotisme. Alors, vous voyez à quel point la nomination devient violente, en fait. Parce qu'on n'a même pas le droit de se désigner avec un peu de beauté comme exilé. Parce que ça fait référence à Sibiria, aux écrivains russes qui sont exilés par le tsar. Mais nous, on est des fuyants, selon les gens qui sont restés au pays. Donc, on est génocidés par ce tyran, mais on n'arrête pas de s'entretuer avec ces nominations. Donc moi, personnellement, je suis très sensible à cette question c'est pas la peine d'avoir. Alors, la nomination, ça vous concerne pour des affaires juridiques, mais nous, on n'est pas intéressés par la nomination, en fait. Faites ce que vous voulez. X, Y, Z. Voilà.